RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs du Son des Bulles, émission totalement consacrée à la BD sur RCN 90.7, radio des Nancéens et pas que. Aujourd'hui, nous retrouverons nos super-héros fin limiers qui vous ont débusqué des albums incroyables. Nous retrouverons notre super plume et son chapeau rond, Francine, qui nous parlera... Et son chapeau quoi ? Rond. Oui. Ah bon ? Il y a un rapport avec la Bretagne ? Non. Non. Cherchez. Ah, on va chercher alors. Le chapeau rond. Qui c'est c'est ? Cavallo, comme non ? Alors, Les petits bonhommes à moustache. Dupont. Eh les bulles de les bulles de Dupont. Les bulles de Dupont. Bravo. Alors, elle nous parlera d'héroïnes de la vraie vie. La non moins super découvreuse de héros et héroïnes de Derrière les fagots, ou plutôt Derrière les rangées de bibliothèque, Françoise. Ah ben, quel qualificatif. Notre héros pour toujours, qui nous régale de chroniques d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Charles. Même les moins de 60, ils connaissent. Moins de 80 peut-être. Même les moins de 60. Alors rien ne lui échappe. Tant son œil vaut celui de nos super-héros. David, notre pourvoyeur de diamants comics et autres. Bonjour. Bonjour. Pourvoyeur de diamants. Pour assurer la technique d'une équipe pareille, il fallait quelqu'un avec des super-pouvoirs. Et c'est Jean-Luc, notre cher ami. Notre super ami. Super-héros. Super. Et enfin, celui qui sait tout faire dans notre cartel de héros, je veux dire Super Olivier, le magicien des vidéos que vous retrouvez sur notre page Facebook. Oh, bah, c'est gentil, hein, Anne-Marie. Mais bon, alors, si on y va sur ce ton, n'oublions pas non plus celle qui n'a pas besoin de cap ni de combinaison moulante pour être la plus super dynamique et super enthousiaste des animatrices. Je veux parler de toi, Anne-Marie. Ah oui, non, je ne mettrai pas de trucs moulants, non. Ah bon? Non. Mince alors, Non, je ne non. ferai que rêver de ça. Alors, mais au fait, pourquoi on dit tous ces super? Pourquoi on est tous super aujourd'hui? Tous ces héros dans l'introduction? Qu'est-ce qui se trame Qu'est-ce qui aujourd'hui? se trame ? Eh bien, Olivier, nous allons parler d'héroïnes, de super nanas, de femmes héroïques. Ouais, c'est une bonne idée ça, et c'est vrai qu'on connaît un peu plus les héros qui se terminent par man, hein, les Batman, les Superman, les Spiderman, que les héroïnes qui se terminent en woman. Ouais. Et pourtant elles existent depuis longtemps, non? Oui, bien sûr, Olivier. Les super-héroïnes, elles sont nées outre-Atlantique et ont suivi de près la création des super-héros. Ah oui, Superman c'était en 1938. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les publications servaient de propagande pour préparer les jeunes à lutter contre l'ennemi. C'est ça. Et les premières super-héroïnes, apparaissent fin 39, début 40. Alors, il y a Fantoma dans le numéro 2 de Jungle Comics. C'est une femme mystérieuse qui protège la jungle grâce à ses nombreux pouvoirs surnaturels. Début des années 40, c'est Catwoman, le mal et le bien réunis. Et Miss Fury, la jeune femme riche qui passe son ennui en courant après les assassins. Bon. Oh chacun s'occupe comme il veut, Comme hein, il en peut. fait. Je ne savais pas quoi faire demain. Ouais. Oui. Si tu as une combinaison. Il y tient. Alors, en parlant de Fantoma, je crois que j'ai vu aussi quelque part qu'il y avait une série télévisée qui était en préparation sur Fantoma. Donc, c'est à surveiller au cas où. Mais dis-moi, je me demande quand même si la super-héroïne, elle n'a pas été créée pour faire briller, hein, toujours pareil, le super-héros masculin. C'était un peu ça au début, mais en 1941, le dessinateur Harry Peter et le psychologue William Moulton Marston a créé Wonder Woman, que nous connaissons tous avec son bustier, son mini-short aux couleurs de la bannière étoilée. Ce personnage reprend les standards de la représentation de la femme dans les BD. Tu vois comment on reste de marbre, nous les hommes, quand tu décris Wonder Woman. Oui, mais bon, pas quand tu vois l'image. Cependant, son intelligence et sa force presque infaillibles en font une super-héroïne qui marque les esprits, au point que les femmes modernes assumant leur travail, les tâches ménagères et bien d'autres choses encore se prennent pour des superwoman. Pourquoi la bannière étoilée ? Eh bien, pour les mêmes raisons que les hommes qui se devaient de défendre leur pays au bord de la guerre.
Ouais, là, on était bien dans la propagande, quoi. Hein. La Ouais. femme n'était plus celle que le super-héros doit défendre, mais bien celle qui doit se battre pour son pays, à l'égal de l'homme. Oui. Mais seulement jusqu'à la fin de la guerre. Hein, parce qu'après, pof, c'est reparti. Les hommes sont repris le premier plan. Et puis voilà. Alors, souvent comparés à leur homologue masculin, les super-héroïnes sont parfois de pâles copies comme Batgirl, Hawk Girl, Spider Girl, enfin, etc. Et bien sûr, Supergirl. Non, il y a She-Hulk aussi, hein. T'as pas dit celui-là. She-Hulk. J'ai pas dit. À la fin des années 60 et dans les années 70, accompagnant la révolution des mœurs, des héroïnes émergent plus nombreuses, plus indépendantes, plus téméraires. La création de Red Sonja, mais je crois qu'on en entendra parler, de Mystic Knight en 75, Tornade et Phoenix et Power Girl en 76, Miss Marvel en 77, Dazzler et Miss Hulk en 80. Ah oui, on suit l'évolution de la société, Ouais. c'est comme ça. Hein. Mais maintenant, alors, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs vont nous parler de certaines super-héroïnes qu'ils ont appréciées. Et on va commencer par Francine. Francine, tu as choisi des drôles de dames d'un certain JD, qui sont surtout des héroïnes, des femmes sans vraiment super pouvoir. Hein. Ils n'ont pas de rayon laser ou autre, hormis leur volonté de changer l'histoire. Hein. Ce qui, vous en conviendrez, n'est quand même pas rien. N'est-ce pas, Francine ? Eh oui, alors j'aurais pu choisir de vous parler d'Emma, Gemma, Cassandra et leur créatrice, Posy Simmons, mais je l'ai déjà fait. Peut-être y reviendrai-je quand même lors de la grande rétrospective qui va avoir lieu à la BPI du Centre Pompidou du 2 novembre au 1er avril, intitulée Posy Simmons, dessiner la littérature. J'aurais pu aussi choisir Marjane Satrapi et son Persépolis, mais d'autres l'ont fait. Ou encore Martha Jane Canary du duo Blanche Apérissin, bioparu en 3 tomes chez Futuropolis. Mais là, c'est encore un autre chroniqueur qui m'a devancé avec son Calamity Jane. Alors, j'ai choisi de prendre pour sujet JD et ses drôles de dames. Alors, JD, c'est Jean-David Morvan, le prolifique scénariste passeur de mémoire. Les drôles de dames, ce sont Iréna, Simone, Madeleine et Ginette, 4 femmes d'exception confrontées à l'indisciple au siècle dernier. Alors, tout commence par 2 séries jeunesse, Iréna et Simone, parues chez Glénat avec pour les 2 David Évrard au dessin et Walter à la couleur. Iréna, c'est Irena Sandlerova, une résistante et militante polonaise née en 1910 et décédée en 2008, qui figura parmi les justes en 1965 pour avoir sauvé plus de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. En tant que membre du département d'aide sociale, elle était autorisée à pénétrer dans le ghetto. Alors tous les jours, elle apporta des vivres et son soutien aux prisonniers du ghetto, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver les enfants. Alors outre la médaille des justes parmi les nations, elle a aussi reçu en 2009 à titre posthume le prix humanitaire Audrey Hepburn, nommé ainsi en l'honneur de l'actrice et ambassadrice de l'UNICEF. Alors les 5 tomes de la série sont scénarisés par Séverine Trefouel et sont parus de 2017 à 2020. En 2017, 2 tomes, Le Ghetto et Les Justes. En 2018, 1 tome, Varso vit en 2 mots, Varso vit. En 2018, Je suis fière de toi. Et enfin, en dernier, La vie après toi. Maintenant, passons à Simone. Alors Simone, c'est Simone Lagrange, agent de liaison, résistante juive, torturée par Barbie, qui témoignera à son procès. À l'époque, elle s'appelait encore Simi Kadosh et sera arrêtée ainsi que sa famille suite à une dénonciation. C'est son témoignage que nous livre la série en 3 tomes, dont le premier tome sous-titré « Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir » est paru en mars de cette année. Ce triptyque revient non seulement sur son histoire de résistante française déportée à Birkenau, mais aussi sur le déroulement du procès historique de Barbie, dont elle fut l'un des témoins clés. Le tome 2, lui, est prévu pour janvier 2024. Alors, avec Madeleine et Ginette, nous allons quitter le domaine de la jeunesse, encore que, étant donné le procédé narratif de Ginette Kolinka, Adieu Birkenau, elle devrait aussi toucher nombre d'ados. Ginette et Madeleine, les 2 sont au cœur même de l'actualité puisque viennent de paraître à 2 jours d'intervalle Ginette Kolinka Adieu Birkenau, le 27 septembre aux éditions Albin Michel, et Madeleine Résistante, tome 2, L'édredon rouge, le 29 chez Dupuis dans la collection Air Libre. Alors commençons par Ginette. Ginette, c'est Ginette Kolinka. À 19 ans, arrêtée parce que juive, Ginette Cherkassky est déportée au camp de concentration et d'extermination de Birkenau. Elle en ressortira vivante avec le matricule 75 599 tatoué sur le bras. Elle n'en parlera pas durant 20 ans,
avant d'accepter d'être filmée pour la Shoah Foundation que Steven Spielberg vient de créer. À partir de là, elle n'aura de cesse de témoigner. En octobre 2020, à 95 ans, elle accepte que Victor Maté et Jean-David Morvan l'accompagnent lors d'un de ses voyages de groupe en Pologne, à l'issue duquel elle décidera de ne plus jamais y retourner. Passé et présent vont s'entremêler. La Ginette de 19 ans et ses souvenirs va croiser la Ginette d'aujourd'hui, guide de la visite de Birkenau à destination d'un groupe d'élèves. David, tu veux bien prêter ta voix à Jean-David ? Mais bien sûr. Alors, Adieu Birkenau, c'est un long travail fort en émotion. Il a fallu tenir bon et tenir debout. Ginette nous y a bien aidé. Je l'ai rencontrée par l'entremise de Léonore Matet. Et moins d'un mois plus tard, nous étions avec Ginette à Birkenau, avec l'association Poussière d'étoiles. C'est à l'issue de cette visite, avec Victor Matet et Martin Zeller, qu'elle a décidé que ce serait son dernier voyage, alors que nous allions raconter son premier. J'ai demandé à beaucoup de dessinateurs, après Kefa m'ait dit qu'il aimerait bien le faire, mais qu'il était trop occupé pendant au moins 1 an et demi. Comme on n'avait personne au bout de 18 mois, je lui ai redemandé, je suis têtu, il a dit oui, et à sa sortie, Cesc et Roger de son sac à Malice. Il a sorti, voilà. J'ai écrit toutes les pages dans le camp dans la période de Noël 2022. C'était super dur. J'avais du mal à m'y mettre, à vivre ça derrière l'épaule de Ginette, 19 ans. Il ne fallait rien édulcorer et pourtant rendre les choses lisibles pour que le lecteur ne referme pas le livre. Heureusement, j'avais acquis de l'expérience grâce aux maîtres en narration que sont David Évrard sur Iréna et Simone aux éditions Glénat BD et Dominique Bertal sur Madeleine Résistante aux éditions Dupuis. De plus, nous avions des contraintes de délai. C'est comme ça quand on travaille avec des jeunes femmes nées dans les années 20. 1920. Et en fin d'album, on trouve... Merci David. En fin d'album, on trouvera un dossier de 13 pages. Ginette Kolinka, itinéraire d'une survivante, signé Tal Brutman, historien français, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme en France au XXe siècle, qui est également l'un des commissaires de l'exposition au titre éponyme, qui se tient actuellement jusqu'au 21 décembre au mémorial de la Shoah à Drancy, et qui, à partir des planches de la bande dessinée, replace le parcours de Ginette Kolinka dans une histoire plus large de la persécution des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, en s'appuyant sur des documents d'époque, archives et photographies. À noter également qu'une autre bande dessinée sur Ginette Kolinka est parue cette année aussi aux éditions des Ronds dans l'eau, qui s'appelle donc Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, et qui est signée Aurore Donte. Alors Elena, Simone, Ginette et enfin Madeleine. Alors Madeleine, c'est Madeleine Riffaut dont nous avons déjà beaucoup parlé dans notre émission lors de la sortie du tome 1 et à l'occasion aussi des 2 superbes expositions qui lui ont été consacrées à Angoulême d'abord, au château de Malbrouck ensuite. Rappelons que la trilogie Madeleine Résistante est sublimée par le dessin de Dominique Bertaille. Il y a eu Picasso et sa période bleue, le bleu Yves Klein. En BD, on parlera désormais du bleu Bertaille. Si le tome 1 relatait l'enfance et les circonstances qui allaient l'amener à rejoindre la résistance et aurait pu s'intituler « De Madeleine à Rainer », le tome 2, L'Édredon rouge, nous plonge au cœur du quotidien et des actions de membres de la résistance. La petite Madeleine est devenue Rainer, va prendre de plus en plus d'importance au sein de celle-ci, jusqu'à entrer dans la lutte armée qui la conduira, à la fin de ce tome, dans les geôles de la Gestapo. Et ce n'est que la première vie de Madeleine Riffaut, qui en compterait 7, si on en croit son ami Georges Amat, réalisateur du documentaire Les 7 vies de Madeleine Riffaut. 2 de ces grandes dames sont encore en vie aujourd'hui, Ginette, 98 ans, et Madeleine, 99 ans. Quant à Elena et Simone, elles le sont et le seront, tant qu'il y aura quelqu'un pour ouvrir un livre ou une BD. Joli. Super. Et je l'ai lu, on a fait les librairies pour trouver le 2e tome de Madeleine. Et il est aussi bien que le premier, quoi. À mon avis, encore meilleur. Encore peut-être, ouais, parce que j'ai pas lu le premier à avant. Mon avis, donc, oui. À mon avis... voilà. Et il y a un 3e, non, qui sort ? Il va y avoir un 3e tome, oui. Bon, et ensuite, il va y avoir la suite. C'est-à-dire que là, c'est simplement les aventures de Madeleine Résistante. Ensuite, on va connaître Madeleine, journaliste, reporter de guerre chez les Viet Cong, etc. Donc, ce n'est que le début des aventures de Madeleine. On est sur sa première vie, là, quoi. Voilà, on est sur sa première vie. Ouais. Et on sait pourquoi Jean-David Morvan, il raconte beaucoup des histoires comme ça c'est quelque chose qui lui tient profondément à cœur. Il appelle pas ça le devoir de mémoire, il appelle ça le désir de mémoire.
Et c'est vrai qu'on lui doit aussi la ferme de l'enfant loup, qui est une histoire de résistance qui se passe dans le Vercors, et c'est la fin du maquis du Vercors, mais là c'est une fiction. Et il y a aussi une autre série qui est en cours, qui est les Amis de Spirou. Qui est d'ailleurs aussi avec David Évrard et encore une autre facette. Mais c'est vrai que la résistance, quelque chose qui lui tient profondément à cœur. D'accord. Ok. Merci Francine. Mais de rien. Eh bien, Très après ce ouais. moment riche, on va Et se David. faire une petite pause musicale. Donc, pour la pause musicale, nous avons choisi Clara Luciani qui défend la force des femmes avec la chanson La Grenade. Le son des bulles sur RCN. Eh bien, nous allons continuer avec David qui nous a trouvé quelques exemples de femmes très fortes et habiles, je crois. Effectivement. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Red Sonja. Donc, voulait des batailles épiques, ensanglantées, des sorciers maléfiques de l'âge iborien, affrontant des démons, des sombres dieux, des temples enfouis, libérant des esclaves. Bon, laissez-moi vous brosser donc le portrait de Red Sonja, ce personnage qui évolue en parallèle de l'univers d'un certain Conan. Ah, oui. Comme ça, quoi. Ouais. Un monde où les femmes ont l'habitude plutôt d'être profil bas, on va dire. Red Sonja est une puissante guerrière, bretteuse, hors pair. On la surnomme d'ailleurs The She-Devil, enfin la diablesse à l'épée. Sonia la Rousse, en français dans le texte, Red Sonja en anglais, par les scénaristes Roy Thomas, qui l'a retravaillé, parce qu'au départ, ça s'appelait Sonia, donc c'est devenu Sonja pour Marvel. Et le pendant féminin, Ron Conan. À ne pas confondre, bien sûr, avec la série télévisée Zora la Rousse, et sa bande, une série germano-helvético-yougoslave de 13 épisodes diffusée sur le réseau suisse. Mais revenons à Sonia. Je m'égare un peu là, excusez-moi. C'est pas grave. Sonia la Rousse. Red Sonja donc fait partie des héroïnes du genre heroic fantasy, bien sûr. Elle est venue de la contrée d'Hyrcania, donc la belle jeune femme rousse aux yeux verts, un peu comme Mary Jane Watson d'ailleurs. Les Américains aiment bien les rousses aux yeux verts. Puis avec des formes. Oui, bon. Ne me break pas. Je vais défendre. Poésie. Elle ne craint personne. Roy Thomas lui invente une histoire un petit peu dure au niveau de sa famille. Bon, bien sûr, sa famille est décimée par une bande de mercenaires, puis violentée par un chef. Laissée pour morte, elle pleure, bien sûr. Elle a une soif de vengeance qui l'habite. Du coup, ça va tirer la déesse rouge Skatak, qui va lui octroyer une bénédiction et lui conférer d'incroyables talents de guerrière pour se venger. En échange d'une promesse, ne plus coucher avec un homme, à moins que celui-ci ne la batte au combat loyal. Alors bon, on peut discuter sur le truc, mais bon, ça reste quand même... voilà. Je montre quand même Oui, ça. bien sûr. La tour. Je continue. Anecdote, Red Sonja est également, comme Conan, une création de l'écrivain Robert Howard, à savoir... Dans le pulp Magic Carpet de janvier 1934, The Shadow of the Vulture, Red Sonja n'a rien à voir avec la guerrière iborienne. C'était une guerrière ukrainienne-russe avec un pistolet, une épée, une dague qui s'illustra dans le siège de Vienne par les Ottomans en 1529. Donc à découvrir chez Brajlon, le seigneur de Samarcande. Et elle s'appelait Sonia de excusez-moi, j'ai mal écrit. C'est de ma faute. Rogatino, voilà, de Rogatino. Donc c'était son vrai nom. Alors Red Sonja aura plusieurs looks, évidemment. Donc bien sûr celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a été largement dessiné par Esteban. Elle a été un peu plus habillée que ça. Alors oui, je tiens à le signaler quand même. Preuve à l'appui, tout de même. Elle n'a pas l'air Oui. habillée. Oui, vous allez voir. Ça joue beaucoup, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi des tendances des époques. Bien. Là, vous avez C'est Krenkel. presque une abaya. Il faut montrer à la caméra. Ouais, pardon, excusez-moi, je sais pas par De où. l'autre côté. De l'autre côté, ici. Hop. Là, j'en vois. On a ici Krenkel en 1934, donc dessiné quand même sérieusement plus habillé quand même. Ensuite, on a Barry Windsor Smith qui l'a déshabillé un petit peu plus, bien entendu, mais qui lui reste quand même, voilà. Et ensuite, on a Frank Thorne qui sera le dessinateur un peu plus officiel de la série, qui effectivement, inspiré par Esteban Maroto, va lui donner son look définitif. Donc c'est pour ça que je tiens quand même à signaler qu'elle était plus habillée quand même à une certaine époque. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais presque que Red Sonja aurait plus tendance à revenir avec un look des années 34 plutôt qu'un look, et ce serait pas plus mal d'ailleurs. Donc Red Sonja donc, est un personnage à fort caractère. Il faut le remplacer dans le contexte social de cette époque, bien sûr. Les années 70, les femmes mènent des combats nombreux pour l'égalité des droits. Et cette lutte, comme souvent dans les comics, a inspiré les artistes avec la création de Miss Marvel, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Marie, Miss Hulk, dont je conseille la série télévisée, voilà, Spider-Woman et Catwoman, créée par deux femmes, Linda Fitt et Marie Séverin.
ou encore, effectivement, Shanna, The She-Devil de la jungle dans la série. Mais il y a eu une série de personnages féminins assez fabuleux. Si le personnage est pensé comme une pin-up, et ce n'est pas une demoiselle en détresse, je tiens à le signaler, elle se débrouille très bien toute seule. Conan lui-même la sous-estimera à de nombreuses reprises et bien, il s'en mordra les doigts. Red Sonja éveille la conscience des femmes qu'elle croise afin de les libérer de l'esclavage éventuellement. Les fictions derrière, des fois des clichés, pointent du doigt les travers de notre société par le prisme d'univers décalé et des questions qui font toujours sens aujourd'hui. Red Sonja donc tente d'apporter un peu de justice et un peu d'équilibre dans un système imparfait, régi par des lois ancestrales qui ne veulent pas bouger. Un monde qui court à sa perte s'il ne change pas profondément. Howard nous présente d'ailleurs dans son œuvre bien d'autres personnages masculins parce il leur donnait toujours à chaque fois des rôles très forts. Alors je prends en particulier donc Bélite qui était une des la pirate aux cheveux noirs que dont Conan sera éperdument amoureux, mais qui mourra dans The Queen of the Black Coast, dans le magazine World Tale de 1934 et adapté en BD dans Conan the Barbarian. Alors j'ai ici quelques couvertures de Bélite, qui est un personnage assez emblématique de l'univers de Conan. Ensuite, on aura Valeria aussi, la voleuse, qui apparaîtra dans Les Clous Rouges, une pirate qui s'illustre dans Les Clous Rouges, donc de World's Tale, octobre 1936, et adapté dans The Savage Tale numéro 1 et 2 par Barry Windsor Smith, justement, d'ailleurs. En 1975, on aura la série Marvel Features, donc, qui met en avant, par rapport à 7 volumes, la vie trépidante pour revenir un petit peu à Red Sonja. 77 à 79, elle aura sa propre série dessinée par Frank Thorne, donc qui sera le dessinateur officiel de la série. En 83 à 86, une nouvelle série Marvel de 13 numéros. Donc on voit que Marvel a envie de faire rebondir ce personnage, qui était un personnage plutôt secondaire. Red Sonja, un personnage iconique des années 80, est présent dans Kalidor, dont on ne se souviendra pas parce qu'avec Brigitte Nielsen et Schwarzenegger. Ceci dit, le réalisateur, c'était celui qui avait fait Soleil Vert et Conan le Destructeur. Mais ça, on se souvient du film. Alors. Voilà. Mais bon, sur Kalidor, moins déjà, du coup, on a moins envie de se souvenir. Citons également les fameux spéciales Strange numéro 32. Ah, ça, c'est 83. Le team-up Spider-Man, Red Sonja, dessiné par le fameux John Byrne, et au scénario de Chris Claremont et Terry Austin, où Mary Jane est incarnée par la femme farouche. Bref, donc voilà, je vais passer un petit peu les petits conseils de lecture rapidement. Donc, Xenophilis, de Thomas Procuré, fabuleux, en noir et blanc, dessiné par Thorne, bien sûr. Red Sonja, le Trône du Faucon, en 2 tomes, chez Graphic et Zeppelin. Red Sonja, l'autre monde, et Red Sonja Legendary, dessiné par le célèbre Joe Benitez, toujours chez Graphic et Zeppelin. La série véhicule, alors pour finir, un message fort et engagé sur la place de la femme sur les sociétés construites autour de la domination masculine en place depuis des siècles. Certes, l'accoutrement un peu réducteur, non, si, j'entends bien. Et je ne parle pas de machine à laver, attention, qui se bat en bikini en côte de maille, d'où une question un peu plus complexe. Cette armure met en avant, certes, des capacités inégalables de la guerrière. Elle est très peu blessée, régulièrement, parce qu'elle se bat vite, elle esquive les coups, elle reste mobile, parce qu'une armure lourde la pénaliserait sûrement. Elle se joue des faiblesses des adversaires, bien sûr, en montrant ses atouts généreux. Bien sûr, elle les distrait, et donc elle profite pour baisser la garde, et hop, elle les égouille. Red Sonja n'est pas une femme objet, mais bien une résistante féministe qui ose, qui est peut-être l'objet de fantasme, mais en tout cas la séduction devient une arme autant que l'épée. Voilà. La séduction, une arme autant que l'épée. Voilà. Je finirai sur ces termes. Alors, est-ce que tout le monde a bien suivi? Parce que ça a beaucoup circulé, je trouve, les albums. Je vois. Regardé. C'est resté chez Charles un sacré bout de temps quand même. Alors... Oui, j'ai du mal à les avoir, moi. Au bout... Voilà. C'est pas des personnages qu'on rencontre tous les jours. C'est certain. Je trouve que David, il était un peu logorique. Olivier, il transpire comme un malade. C'est ça. Cramoisi autour de la table. J'étais un peu fébrile, j'avoue. Je parlais d'un personnage qui a ému mes jeunes années dans ce Mais je trouve qu'on est passé un peu vite sur son aspect psychologique, sur son caractère, son intelligence. Ça fait un gros cul. On est passé un peu vite. Alors, ce qui nous a fait rire aussi, c'est que sur une des revues à côté de toi, en 4e de couve, on a Jean-Paul, le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Alors, c'est BD, je ne l'ai pas. Non, tu l'as pas celle-là? Non, je ne l'ai pas celle-là. Elle m'a échappé. On choisit ses BD. Je vois qu'on fait ses choix. Je vous conseille ces lectures, c'est très très sympa. Et je crois qu'on va en profiter, on va peut-être les prendre. On va les garder piquer. pour nous. On va les piquer. Super, merci bien David. Merci.
Bon, maintenant, on va passer à Françoise, sur un autre registre. Tu vas Non, justement, je ne vais pas trop déroger. Enfin, je vais être sur un autre registre, mais j'ai une transition qui était préparée effectivement en fonction de ce qu'a dit Anne-Marie sur le Prébambule et puis vu l'agitation de David, là, tout de suite. Moi, j'avais d'abord cherché des super-héroïnes sur Internet, voir ce qu'on me proposait. Alors, j'ai trouvé effectivement ce qu'on appelle des super-héroïnes. Forcément, les fantastiques, avec des super-pouvoirs, mais toutes avec des critères esthétiques improbables. 122 tours de poitrine et de fesses, des jambes pires qu'Adriana Carambeu, une taille où on mettra jamais ni un intestin ni un estomac, vêtue avec des strings et des soutiens-gorge format timbre-poste. Moi déjà quand je fais du yoga, habillée comme ça va bouger. Alors elles, je me demande comment elles font. Mais finalement, c'est peut-être ça leur super pouvoir, de sauver le monde en string. Voilà, je ne sais pas messieurs, allons voir. Donc au niveau des héroïnes, je cherchais une héroïne un peu vieille, un peu normale, quoi, un peu normale. Donc plus quotidienne, j'ai trouvé là il y a pas longtemps La Venin, mais qui est aussi super gaulée. Ou alors on tombe sur des BD enfantines avec des nanas un peu tartemuches qui me plaisent pas bien. Des sœurs de super-héros, des ersatz de super-héros comme a dit Anne-Marie. Voilà, j'en avais trouvé une. Alors ça m'a fait plaisir. Elle était méchante, elle était belle quand même, conquérante, avec un vrai pouvoir politique sur son pays. Mais elle est tombée amoureuse, elle s'est mariée, donc c'était mort, quoi. Voilà, c'était foutu, elle est devenue vraiment... non, mais c'était dans la bande dessinée, c'était surréaliste. Ouais. Alors, comme la dernière fois, sur les super méchants, j'avais fait mes chroniques sur la méchanceté ordinaire, je me suis rabattue sur les super nanas de la vie ordinaire, un petit peu comme... dans la même mouvance que Francine, en optant pour un profil type, c'est-à-dire les femmes et la liberté. Et alors là, il y a eu des évidences, et notamment un grand succès qui n'est pas d'hier, mais malgré tout, qui a quand même bien défrayé la chronique, c'est Persépolis, sur la révolution islamiste donc en Iran. C'est l'histoire autobiographique de Marianne, au cours de 4 tomes, réalisée par Marianne Satrapi, donc c'est vraiment biographique, c'est sa vie. Quand elle était petite en Iran, elle a vécu donc la révolution islamiste, qu'on pensait depuis la France une révolution culturelle puisqu'on enlevait le chat, et en réalité c'était une révolution religieuse. Et elle voit son pays petit à petit sombrer dans la dictature et la violence, et surtout sur les femmes évidemment, avec des détails de quotidien qu'elle a vécu, comme petite fille par exemple. Il y en a plein des exemples comme ça. Une communiste avait été arrêtée, donc forcément une communiste, il faut la tuer, mais comme on peut pas tuer une vierge puisqu'elle était vierge, on la viole avant, comme ça résout le problème, et paf, on la tue après. Je trouvais que c'était un régime qui était quand même un peu excessif, on va dire, je sais pas comment. Donc elle s'est positionnée comme petite fille, mais vite elle rentre. Oui, non, mais ça s'appelle un euphémisme. C'était pour rire, Olivier, reste calme. Ah bon. Voilà. Alors elle se positionne, quand la série commence, elle a 10 ans, elle, petit à petit, elle comprend pas, elle pose des questions, elle se rebelle effectivement, elle décrit les actes de résistance au quotidien derrière les murs, les gens qui continuent à lire, les gens qui continuent à écouter de la musique, des fois au péril de leur vie, même souvent au péril de leur vie, où il faut fuir devant la milice et on tombe des immeubles, les réunions clandestines, mais elle n'a jamais rien lâché. Et puis la série commence par la révolution, c'est comme une bicyclette, quand les roues ne tournent plus, elle tombe. Et la série, elle se termine par la liberté à un prix, et c'est ce qu'elle conclut. C'est un dessin qui est noir, Olivier l'a mis en exergue effectivement, qui sert le texte pour éviter les discours. C'est plus une œuvre qu'une BD, ça a été traduit en film d'ailleurs en 2007. Les livres et le film ont eu un retentissement mondial. C'est à lire à tout prix, à mon avis. C'est vraiment grandiose, je trouve. C'est le courage au quotidien, c'est sublime. Alors Montesquieu, il disait, oui, la liberté est le droit de faire ce que les lois nous permettent. Et elle nous prouve que non. Il n'y a pas que ça, et que désobéir, c'est des fois du courage et c'est de l'héroïsme. Et là, c'est vraiment une super nana que ce qu'elle a vécu. Alors, dans un autre genre, parce qu'une fois qu'on a lu ça, c'est quand même un peu... C'est émouvant, c'est quand même... c'est toujours assez actuel, je trouve, avec ce qui se passe mais c'est toujours actuel, oui, ça c'est sûr. C'est toujours actuel. On est toujours là-dedans, oui, ça c'est sûr. Sur les femmes et tout, je voulais pas faire une page plus féministe, mais on est complètement dedans, ça continue, voilà. Alors, dans un autre genre de liberté, moi, ça fait 3 jours que je suis en retraite, donc je cherche une vieille dans un autre genre de liberté, vieille, un peu légère, un peu tendre. Et alors, j'ai trouvé de celles qui osent tout, celles qui se permettent tout, qui n'ont pas de tabou, qui sont libres, qu'on voit promener toutes les conventions sociales. Une égoïste absolue, celle qui est vieille et moche, j'ai nommé Carmen Cru, parce qu'elle me fait hurler de rire, de Jean-Marc Lelon aux éditions Fluide Glacial. Elle est acariâtre, c'est la reine de la mauvaise foi. Elle nous sidère à chaque page. On la prend en pitié quand on la voit, parce qu'elle a l'air tellement souffreteuse et misérable. Et en réalité, elle nous renvoie dans nos cordes, mais vraiment d'une violence inouïe. Par exemple, elle pique les pages en bibliothèque, elle profite de la pitié des autres pour les arnaquer comme c'est pas permis, elle paye pas dans les bars, elle déteste les enfants, elle préconise le suicide d'un serial killer qui finit par se pendre.
Enfin voilà, elle est inouïe cette nana, rien n'a de prise sur elle. Elle est indifférente à tout, elle est cynique, elle a un cul le monstre, c'est édifiant. Et alors ça, j'adore. Et pour tout vous dire, elle me fascine. Et donc moi, je disais qu'il suis à la retraite quand je serai grande. Eh ben, je voudrais lui ressembler. Alors voilà donc mes deux super-héroïnes de la vie ordinaire. Je vois que les femmes, on y est tout un peu. C'est ce que je dis ou c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce que disaient aussi mes copains, copines tout autour. C'est les mères de famille en solo qu'on a évoquées, les fémènes qu'on a déjà évoquées ici, ou les militantes du MeToo. Et voilà. Le prix de la liberté, c'est le courage. Alors vive le courage et vive la liberté. Bravo. Ouais. Ah, ça c'est bien dit. On est Bravo. d'accord avec Des toi. fois, on a envie d'applaudir. Ouais, c'est vrai qu'on a envie d'applaudir. Voilà. Mais ça m'émeut rien que de le dire. Mais c'est vrai des que- combats quotidiens comme ça. Enfin voilà. Pas Enfin, besoin d'être en string et d'avoir des gros atouts pour être une héroïne. Non, c'est sûr. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Entre parenthèses, je veux dire, des fois à la plage, les héroïnes là seraient plus habillées que ce qu'on voit des fois. Ça, c'est une petite parenthèse Oui, c'est vrai. qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'on va refaire un bis de cette émission parce qu'Olivier ne va pas s'enlacer. Alors maintenant, Charles, lui, va nous faire sa chronique. Alors, ça se situe avant les années 70, c'est ça, Charles? Oh, bah, écoute, oui, je vais vous parler des bandes dessinées de ma jeunesse, c'est-à-dire je vais parler de la première moitié du siècle dernier, quand Ouais. même. Et c'est vrai qu'à l'époque-là, il y avait quand même très très peu d'héroïnes, si tu veux, parce que tout va exploser dans les années 70, on en a parlé un petit peu, si tu veux, bon, il y a Paulette de Pichard et Wolanski, Valentina de Bruno Crépax, les créatures de rêve de Manara. Il y a, bon, mais, non mais c'est vrai. Bon, mais avant tout ça, là, il faut attendre quand même 1970 pour qu'une BD avec une héroïne apparaisse dans le journal de Spirou. C'est Natacha. C'est 1970, mais avant il y a pratiquement rien. C'est-à-dire, bon, il y avait si dans le journal, il y avait Cœur Vaillant et il y avait le pendant qui s'appelait Âme Vaillante, avec c'était pas vraiment il y avait quelques héroïnes, mais rien de m'a frappé. Il y avait bon quand même dans Tintin Joazette quand même, mais il y a peu d'héroïnes. Mais quand même, il y en a qui ont bercé ma jeunesse. C'est que je vais vous faire profiter. Donc, souvenez-vous de Prudence Petit Pas. Ah oui, Alors je ça, crois bien que c'est Charles, quelque il chose, aime les 1957, Ah oui. 1957 dans C'est le ça. journal Tintin. Et donc c'est Maurice Maréchal qui va dessiner les aventures de Prudence Petit Pas sous les conseils de Raymond Machereau, celui qui dessinait Chlorophylle, voilà. Parce que bon, dans le journal de Tintin, c'est pareil, ils disent il y a que des jeunes gars, donc il faudrait quand même faire une héroïne. Et là, ils ont pris alors en héroïne, c'était vraiment le contre-pied. Ah oui. Donc, en plus, comme c'était que des jeunes gars, là, on va prendre une petite vieille. mémère, voilà, Une quand même, petite et qui fait des enquêtes policières et aidée par son chat Stanislas. Voilà. Donc ça, c'est en gros le synopsis. Alors bon, c'est quand même une BD intéressante, à savoir que le décor dans lequel ça se passe, c'est dans le bourg de Moucheron. Et ce bourg de Moucheron, il est inspiré d'une ville qui existe vraiment, c'est Sauveterre de Rouergue. Ah, c'est Et joli là-bas. bah oui, alors donc Maurice Maréchal passait ses vacances dans ce pays-là du Rouergue, donc il a dessiné le village. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Prudence Petit Pas a été adapté en dessin animé dans les années 2000 par Antenne 2, 52 épisodes de 26 minutes quand même. Ah bon? Ah oui, donc ouais, c'est une affaire qui marche. Mais alors, celle qui m'a fait rire aux éclats quand j'avais mes 10 ans, c'était Tartine Mariole. Ah, vas-y, alors ça, j'écoute. c'est quelque Ah, chose. ça, c'est- Tartine Mariole, c'était l'équivalent de Martine Carole, enfin un peu de genre quand même. qui était Martine Carole, qui était la grande star de ces époques-là. Et donc c'était une BD italienne qui a été traduite en français et qui est passée alors il y avait un journal qui s'appelait Tartine, mais c'est passé dans pas mal de journaux les petits formats, donc que j'affectionne particulièrement. Donc, il y a Bimbo, Amigo, Zorro, Poche, Gogo Géant, etc. Bon, alors voilà, donc là, c'est des histoires complètement farfelues. C'est une grand-mère à la force herculéenne, rien ne peut lui résister, mais elle a un point faible, elle a un problème de corps au pied gauche, ce qui trouble quelquefois les enquêtes. Voilà. Donc en fait, c'est comme des histoires qui m'ont fait mourir de rire. Je me rappelle toujours de cette Tartine Mariole. Bon voilà, en gros,
les BD qui qui avaient... en noir et blanc. Moi, j'ai un souvenir de tartines noir et blanc avec des pattes comme des ressorts comme ça. Ah, alors ça, je ne peux pas dire celui-là. Bon, Ben voilà. Bon, peut-être que je me trompe. Mais mais alors j'en ai eu pas mal, mais j'en retrouve plus. Je sais pas. Au cours des déménagements, ceux-ci ont été piqués par des petits voisins ou des petites voisines. Et puis voilà. Donc en fait, bon, on en trouve quand même sur les sites de vente. Oui, de vente en ligne. Enfin bon, je sais pas. À l'époque, ça présente un intérêt parce que c'est des histoires complètement farfelues, un peu dans la vague de Mad. C'était nouveau à l'époque. Maintenant, je sais pas si ça ferait rire les jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Enfin, moi, ça m'a bien plu. Elle avait des coups de poing. Elle paraît bien sympathique quand même. Hein. J'aime des mots. Alors, c'était une BD italienne qui s'appelait à l'origine Nonna Alberalda. Voilà. Ah oui, la nonna. La nonna. La nonna. Alors c'est marrant, ça me fait penser, toi ici, on est vraiment sur un look un petit peu à la Joanne et Pierre-Louis. Enfin, toi, il y a une ambiance un petit peu comme ça, le chat, les personnages très payaux, comme ça, il y a quelque chose de Et en même temps, grand-mère et chat, ça fait très sorcière. Hein. C'est quand même tous Oui, les un petit artifices. côté. Ah oui, mais là, non, la Prudence Petit Pas, elle n'est pas. Non, elle n'est pas sorcière. C'est pas la Carmen Crue. Hein. Là, on est dans les années 50, on n'y est pas. Elle est bien coiffée. Mais alors, Bécassine, du coup. Ah, mais Cassine, c'est autre chose. C'est une adaptation. Je ne sais plus dans quoi c'est paru, mais c'était pas dans les BD de mon enfance. Ouais, d'accord. Mais je crois que c'est bien avant. C'est un peu avant. Au début du XXe. Puis c'est les débuts de la bande dessinée. On a le texte en dessous, on n'a pas les bulles. Une transition. C'est entre images d'Épinal et BD. Il y avait par exemple un journal qui s'appelait le journal de Lisette, où c'est pas vraiment de la bande dessinée, c'est des cases les unes à côté des autres, avec le texte en dessous. Un narratif. Et puis 2 pages de tricot quand même, puis une recette de cuisine. Bien sûr, classique. Pour rester dans le ton. Je ne retrouve pas ceux que j'avais, moi. Si, mais j'ai un album, le journal de Lisette. Ah oui, d'accord. Bon, on a appris au moins une chose, c'est que Charles, vous aimez bien les petites vieilles. C'est ça, on en apprend toujours un petit peu. Alors maintenant, on va passer à un chroniqueur qui n'est pas avec nous. Il s'agit de Mirko, qui va nous parler aussi d'héroïnes. Oui, il nous a choisi 3 héroïnes, Mirko, qui ont des albums qui sont sortis récemment. Eh bien, bonjour à tous. Pour cette émission spéciale Super Nana, j'ai sélectionné 3 ouvrages, un qui s'adresse à la jeunesse et 2 fictions. Le premier, c'est Histoire de France au féminin, aux éditions Casterman. Le but, c'est de redonner un éclairage à toutes les figures féminines oubliées de l'histoire, qui ont constitué quand même, malgré tout, et qu'on a beaucoup effacé dans les manuels d'histoire, qui ont façonné l'histoire de France. C'est Blanche Sabat qui avait déjà fait Mythe et Meuf, par exemple, en ouvrage un peu féministe. Ça s'adresse aux collégiens, collégiennes aussi, et c'est didactique, c'est malin, c'est rigolo, c'est rigoureusement vrai, et ça c'est très important. Et on est aussi un peu dans la même démarche qu'une histoire populaire de la France. Davodo avait fait le premier, et pas une réécriture, mais un approfondissement des faits historiques, en essayant d'être beaucoup plus global, même si on sait très bien que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. En parlant de vainqueurs, elles ont tout perdu, justement, dans Détour par Epsilon. Une jeune femme dans un univers, dans un monde post-apocalyptique. Elle est mise à la porte d'une cité. Elle doit, elle est, comme vous pouvez le voir, enceinte jusqu'aux yeux. Elle a une carte. Epsilon est entourée. C'est peut-être sa seule chance pour elle de survivre. Elle part dans un périple aidée de cette jeune femme. Évidemment, elle n'est pas toute seule. Le monde n'est pas aussi toxique qu'on pourrait le voir, mais il n'en reste pas moins extrêmement hostile. Nouvelle série, des humanoïdes associés comme ils le savent faire. Une jeune dessinatrice qui découvre, c'est un dessin un peu atypique,
On s'éloigne de ce que les humanoïdes associés ont l'habitude de faire avec un dessin plus traditionnel. Ça n'en reste pas moins un récit fort, extrêmement bien raconté. On a envie de savoir ce qui se passe après ce tome 1. Et enfin, pour finir, dans les grandes figures des Super Nanas, évidemment, j'aurais pu reparler du Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson que j'ai déjà parlé. J'aurais pu parler de plein d'héroïnes de manga, j'aurais pu parler plein de choses, mais j'aimerais porter un éclairage sur un nouveau talent, Petit Rapace, au label 619. C'est pareil, j'ai déjà parlé de cette maison d'édition que j'aime énormément. Petit Rapace dans Slum Kids. Ce sont des ados, des enfants qui vivent dans une immense décharge à ciel ouvert. Bambi, justement, c'est la figure, elle est un peu la chef, elle est un peu la maman, elle est un peu la grande sœur, elle est la protectrice. Elle est aussi celle qui va tempérer les pulsions très agressives de notre jeune, alors moi je le prononce Evgeny, je ne sais pas si c'est comme ça. En tout cas, voilà, ça reste une adolescente qui essaye d'avoir des rêves, mais qui est forcée de grandir beaucoup trop vite dans cet univers ultra violent qu'est Slum Kids. En tout cas, c'est une nouvelle série, un nouveau talent à découvrir que je vous recommande chaudement. Le son des bulles sur RCN. Alors maintenant, Olivier, tu nous as préparé une rubrique. Alors là, c'est pas de super-héros, hein. C'est un truc c'est pas super-héroïne, c'est un peu particulier. Ça dépend comment on l'entend, super-héroïne. Moi, je vais vous parler de Notre Petit Secret, un album d'Emily Carrington qui est sorti en septembre 2023 aux éditions La Pastèque. Alors, du coup, ma super nana, moi, c'est Emily. C'est le nom de l'héroïne de cet album et aussi celui de l'autrice, car Notre Petit Secret, c'est un ouvrage autobiographique. Le thème abordé est assez grave, puisque Emily Carrington a décidé de dévoiler par le dessin et le texte les abus sexuels qu'elle a subis à l'âge de ses 15 ans par un ami de son père. Alors l'histoire se passe au Canada. La jeunesse d'Emily, elle est rythmée par les colères et les disputes de ses parents. Après le divorce fatidique, Emily reste avec son père et part habiter à la campagne dans une cabane en bois qui laisse passer le froid glacial l'hiver et des centaines de mouches l'été. C'est assez maltraitant, je trouve. J'ai lu ça. Ah oui, tu l'as lu. C'est très dérangeant. C'est très dérangeant, mais en même temps, c'est de la réalité. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, en ajoutant le caractère bougonnant et excentrique de son père, on peut dire que du coup, la jeunesse d'Emily, elle n'est pas des plus roses. À quelques pas de là vit une famille entre guillemets normale, qui pour Emily représente le bonheur absolu. Alors elle s'y rend le plus souvent pour fuir la rudesse de la cabane dans laquelle elle habite, pour manger des repas cuisinés et prendre des douches chaudes. Et dans cette famille, Richard, le père d'une quarantaine d'années, malgré la rusticité du paysan canadien, a une image apaisante et sécurisante du chef de famille. Et il aide régulièrement le père d'Emily à réparer sa cabane. Et dans cette relation de voisinage bienveillante, où c'est un peu le bonheur, Emily, elle voit pas le piège qui est en train de se refermer sur elle. La suite, elle n'est pas difficile à imaginer. Richard va user de sa position dominante pour abuser sexuellement de l'adolescente. Cette relation va durer un temps, puis se terminer et s'enfouir dans l'inconscient d'Emily, si on peut dire ça. Elle va continuer sa vie, se construire et laisser faire les années. Et 27 ans plus tard, au hasard, sur le pont d'un bateau, elle revoit Richard. Et là, c'est le choc. L'impact émotionnel et psychologique de cet acte, qui date de plus de 30 ans, va ressortir et bouleverser le reste de sa vie. Alors voilà, dans cet album, Emily Carrington, l'autrice, ne cache rien. Dans la première partie, elle prend le temps de bien décrire sa jeunesse, d'avant Richard, et de ces quelques années passées avec son père dans cette cabane immonde. On partage ses rêves, parce qu'il y a des bons moments quand même, ses questionnements d'adolescente, et un réel attachement se crée entre le personnage et le lecteur. Alors quand le drame arrive, je vous assure que l'émotion de la lecture, elle est très forte. Il y a quelques scènes qui sont concrètes et explicites, mais gardent toujours la pudeur nécessaire pour susciter en nous un sentiment de dégoût et de colère sur ce qui s'est réellement passé. Dans la deuxième partie de l'album, Emily, qui est devenue adulte et a compris qu'elle était la victime, avec le recul, elle a réussi à analyser la situation.
on en apprend mieux alors sur les mécanismes de ce qu'elle appelle le pédopiégeage. Et elle tente du coup, en étant adulte, de dévoiler au grand jour les abus sexuels qu'elle a subis. Mais là, elle se heurte à des complications administratives, judiciaires qui vont durer plus de 10 ans pour n'aboutir finalement à rien du tout. Alors du coup, c'est un sujet qui est très très grave en fait, qui est pas facile à traiter par quelque média que ce soit. Hein. Mais la bande dessinée, des fois, elle a cet avantage-là que l'auteur peut choisir le dessin pour ce qui parfois est difficile à rédiger et mettre des mots là où l'illustration n'a pas vraiment l'impact souhaité pour l'histoire. Il y a 2 niveaux de narration. Elle se met en scène un peu face caméra, comme ça, pour s'adresser à nous, raconter, expliquer, analyser les différents événements. Et puis, il y a en même temps tous les passages des situations vécues qui fonctionnent un peu comme des flashbacks et dans lesquels on voit Émilie évoluer dans son adolescence et dans son drame de sa vie. Alors, cet album a été écrit donc par Emily Carrington pour exorciser, puisqu'elle n'a pas pu avoir au niveau judiciaire et administratif, rien ne s'est passé. Donc l'écriture, ça a permis pour elle d'exorciser ce qu'elle a vécu. Elle y jette ses émotions, ses colères, ses frustrations, ses découragements, mais elle y ajoute aussi un espoir, celui de libérer la parole des victimes qui sont passées par le même chemin qu'elle. Car, comme elle le dit, les blessures de la jeunesse sont comme des cicatrices qui ne se referment pas. Mais des témoignages comme ceux d'Emily peuvent aider à les guérir. Alors, du coup, c'est vrai qu'Emily Carrington, pour moi, c'est vraiment une super nana. Voilà. Et c'est vrai que c'est un... Ah ouais, c'est vrai que c'est assez difficile. J'ai vu hier, il y a aussi un roman qui était sorti peut-être il y a quelques temps qui s'appelle Le Consentement. Il y a un film qui sort. Oui, Le Consentement, oui. Et en ayant écouté un petit peu l'autrice du Consentement, j'ai retrouvé des similitudes dans de toute façon, les mécanismes. Au niveau BD, on avait aussi Grand Silence sur l'inceste qui était sous forme de conte et qui est aussi... très très révélateur. Autrement, au niveau film, actuellement, il y a le documentaire d'Emmanuel Béard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. J'ai pas vu, mais j'ai et entendu qui est parler. aussi, qui est vraiment un très très bon film sur le sujet. Et cette semaine, il y a les chatouilles qui passent. Ouais, Oui, aussi. les chatouilles. Je ne l'avais pas vu. Ah oui. Wow, Les chatouilles, moi je l'ai vu au théâtre à Tomblaine, parce qu'avant d'être un film, ça a d'abord été une pièce de théâtre. D'accord. Donc je l'ai vu elle sur scène, donc seule sur scène. Et c'était vraiment au niveau théâtre. Je n'ai pas vu le film parce que je suis vraiment restée sur le théâtre. Et c'était vraiment le film est somptueux parce qu'il n'est pas narratif, il est sur deux registres un peu irréels et réels. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, c'est des choses dont il faut tout le temps parler parce que les mécanismes sont tellement insidieux que les victimes n'arrivent pas à se positionner pour parler. Donc, plus on en parlera, plus elles arriveront à en parler. Juste 30 secondes, je devais faire la rubrique de Adam et Ève. C'est un album qui sort dans la série La sagesse des mythes, contes et légendes. Donc, c'est la vraie histoire d'Adam et Ève. Parce que c'est une vraie histoire. Mais voilà, je ferai sur Facebook un petit post. Parce que, voilà. Ok. Alors, je disais tout à l'heure, Adam et Ève, j'en parlais. Les femmes, on est des mauvaises personnes, on disait effectivement autrefois par la religion. J'ai appris ça. Parce qu'on est né quand même de la côte d'Adam, pas de la côte d'Azur, de la côte d'Adam. Et la côte d'Adam, elle est un peu tordue, donc forcément, on pouvait être que tordue et malfaisante. Moi, je préfère. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Une lecture, ce qu'on peut dire aussi à côté d'Adam, ça c'est égal. Ça dépend de la lecture. Bon, on a quelques minutes où on va parler de notre expédition à Saint-Malo à la fin du mois. Donc, festival Le Quai des Bulles qui se déroule les 27, 28, 29 octobre. C'est ça. Voilà, au bord de l'eau. Et donc, nous sommes missionnés, nous sommes 3 à aller à Saint-Malo, ICO. Les mêmes que l'an dernier. Voilà. Alors, tu as préparé déjà le programme, Francine ? Disons que moi, j'ai préparé ce qui m'intéressait. Comme d'habitude, je me suis fait mon petit marché. Alors, à savoir que, il y a toujours, moi, ce qui m'intéresse à Saint-Malo, évidemment, c'est le cadre. Hein. Et ce sont les expositions, parce qu'il y a toujours de belles expositions, et les rencontres. Alors, au niveau exposition, cette année, on va avoir Titeuf de A à ZEP. Donc, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. ZEP, j'aime bien, mais Titeuf,
pas ça. Mais en fait, je pense que l'exposition va valoir son coup d'œil. Va y avoir là, par contre, ça m'intéresse un petit peu plus RIP de Gaëtz et Monnier, puisque vient de paraître le 6e et dernier tome de la série. Donc, il y a une grande expo qui va être au Palais du Grand Large également. Une exposition qui risque de nous intéresser, puisqu'on va en parler après, c'est la bande dessinée en Afrique, et on a prévu justement de parler de la bande dessinée en Afrique au mois de mai, avril-mai. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, donc un petit compte-rendu d'expo, ça pourra nous aider, puis voir justement quels sont les auteurs, voilà. Et puis moi, il y en a un autre qui m'intéresse aussi, qui n'est pas au Palais du Grand Large, là, qui est à la passerelle... ça y est, le nom m'échappe. Enfin bref, la passerelle de la médiathèque. Voilà, passerelle de la médiathèque sur la loi des probabilités. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la loi des probabilités de Rabat-Terava. J'ai vu ça la semaine dernière. Tu l'as lu? La semaine dernière. C'est un petit bijou, je trouve. Franchement, c'est d'une finesse, comme toujours. Donc, bien contente. Puis, il va y avoir évidemment les rencontres qui vont avec. Rencontre sur la BD africaine, sur la loi des probabilités, sur RIP. Voilà un petit peu pour Saint-Malo. Est-ce que tu as repéré d'autres choses? Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas trop encore travaillé là-dessus, parce que j'ai lu quelque chose. Enfin, voilà, j'ai lu le dernier, Madeleine Riffaut. Je suis tombée par hasard sur la loi des probabilités. Là, c'était excellent, ouais. Donc, j'avoue que je n'ai pas encore trop travaillé. Vous nous ramenez plein de reportages. Il paraît que cette année, vous y allez en avion avec Charles, qui Charles pilote qui nous l'avion. emmène. Il paraît. J'aurais trouvé comment mettre le vélo sur la galerie de l'avion. Voilà. Avec des tendeurs, ça doit tenir, non? Oui, faut essayer. Mais il faut que ce soit homologué. Encore, c'est pas... Oui, c'est vrai. On a dit désobéir tout à l'heure de faire ça du bon. Alors, voilà. Autrement aussi, moi, je voulais rebondir. On a encore une minute. Rebondir sur ce qu'a dit Mirko sur Slum Kids. Il faut le lire, c'est quelque chose de fantastique. À savoir que Petit Rapace donc avait déjà écrit une courte histoire qui est parue dans le Low Reader tome 2 et qui a une nouvelle histoire de lui qui va paraître dans le Low Reader tome 3. Qui, tout un programme, s'appelle Red Room, et ça se passe dans le Dark Web, évidemment. Donc voilà. Et puis, dernière petite chose, la parution, le 25 octobre, d'un numéro spécial hurlant sur, justement, Anana, qui est, justement, un petit peu une ode à ce magazine disparu. Mais je n'ai pas le temps d'en dire plus, je vous laisse la parole. Voilà. Alors, on remercie tout le monde, les chroniqueurs, notre technicien, nos auditeurs, nos auditrices. N'oubliez pas de nous suivre sur le Facebook. Il y a des chroniques inédites, dont une interview de Hugo du Cahier Bleu, le magasin de BD d'occasion. Donc, sur Nancy. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes lectures et à bientôt sur RCN et sur Facebook. À bientôt. Merci. Grosse bise à tous. www.rcn-radio.org